Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas dans un fromage de Hollande, se retira. Loin du tracas, la solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, aux dévots personnages, les députés du peuple rat s'en vinrent demander quelques aumônes légères. Ils allaient en terre étrangère chercher quelques secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent. Attendu l'état indigent de la République attaquée, demandait fort peu. Certain que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignai-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un derviche. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus content qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu et dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier en chantant l'éveillait, et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an, ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre, il suffit qu'à la fin j'attrape le bout de l'année, chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Oh, tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer, on nous ruine en fait, l'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vais vous mettre aujourd'hui sur le trône, prenez ces 100 écus. Gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. »« L'argent ne fait pas le bonheur, a dit Jules Renard. Rendez-le !» Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit, où chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos 2 amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de dormir toujours seul? Une esclave assez belle dormait à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'autre ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudissant, j'en ai la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose.
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant, vous perdîtes tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez-les dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle, il vous échappe, il fuit. Rien ne l'arrêtera, il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit: me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel, Victor Hugo! Rien ne pèse tant qu'un secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle: oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Oui, le voilà. Frais et nouveau pondu, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur mainte autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom des dieux, gardez-vous bien de publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre, vous ne savez guère tel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un 9, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche, allait croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Rien ne pèse tant qu'un secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Voilà une manière d'essayer de photographier le génie de La Fontaine, parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est génial. Voilà ce qu'essaye de dire Gide. Rien n'est plus loin, écrit Gide dans son journal, rien n'est plus loin de l'insistance romantique que l'art de La Fontaine. Rien n'est plus loin de l'insistance romantique que l'art de La Fontaine, non. Lui, il passe aussitôt, et si vous n'avez pas compris, tant pis. On ne saurait rêver d'art plus discret et d'apparence moins volontaire. Alors il dit pas du tout, si vous n'avez pas compris, tant pis, genre les gens comprennent pas. Non, c'est qu'il n'insiste jamais, La Fontaine. Une des caractéristiques du génie de La Fontaine, c'est qu'il n'insiste pas. Un homme vit une couleuvre. Oh, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non, afin de le payer toutefois de raison. L'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats.
Être bon ou méchant, c'est être sot. Meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi, mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice, selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins, je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il répartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en, soit fait. Dis le reptile, une vache était là. On l'appelle, elle vient. Le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul, mon lait et mes enfants le font à la maison, revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé, que les ans avaient altérée, et mes peines ont pour but ses plaisirs ainsi que ses besoins. Enfin me voilà vieille, il me laisse en un coin sans herbe, s'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les poids les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux, que cette suite de travaux avait pour récompense de tous, tant que nous sommes, force coupe de gré. Puis quand il était vieux, on croyait l'honorer, chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps ou du fruit en automne. L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer. Que ne les mondait-on sans prendre la cognée? De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent. Aussitôt il donna contre le mur si fort qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se sont mis en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin. Ou bien... Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confiné par le sort dans un bois solitaire, nouveau bel au fond, vivait seul et caché. Et il fut devenu fou, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent. En un tournant, se rencontrent.
En un tournant, se rencontrent. En un tournant, l'homme eut peur, l'homme eut peur, l'homme eut peur. Mais comment esquiver? Que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir, viens-t'en me voir, viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre au repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasité laid que nous avons mouche appelé. Ce parasité laid que nous avons mouche appelé. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une, allant se placer, mit l'ours au désespoir. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme ! Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme !» Aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu, sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi, ah! Cette phrase admirable de Nietzsche, avant d'être mon ami, soit au moins capable d'être mon ennemi. En hommage à mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, et en amour absolu pour ce génie, il m'a dit, il y a une faute, on ne doit pas prononcer le S de ours. Certains ours, montagnards, ours à demi léché. Pas bien léché, pas mal léché, à demi léché. Certains ours, montagnards, ours à demi léché, confiné par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. C'est un chef-d'œuvre, cette phrase-là. La raison d'ordinaire n'habite pas. À notre époque, on dirait, il est dingue, je te dis. Tandis que La Fontaine dit, la raison d'ordinaire, c'est le d'ordinaire qui est sublime. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il y a tout le génie de la France là-dedans. Tout génie de La Fontaine. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps. Tiens, je vous la mets dans un contexte présent. Tu vas chez la boulangère, tu dis, j'ai pas de nouvelles de la dame du 4e, vous avez, monsieur Lucchini, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Comment? Je vous dis, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Tu vois le niveau des rapports entre nous? La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de ce terme, et tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout tour qu'il était. Il a écrit au XVIIe siècle, si bien que tout tour qu'il était. C'est ça son génie. C'est le style qui est génial. C'est-à-dire, il dépasse le geste de l'écriture. Il n'y a plus d'écriture, tu vois. Il n'y a plus l'écriture. Un Proust qui est admirable, on voit l'écriture, il est victime de l'écriture. Alors, il y a des Céline qui échappent à l'écriture, tu vois. Mais lui, La Fontaine, c'est l'éblouissement, on ne sait plus comment c'est écrit, toi, si bien que tout tour qu'il était. Si bien que tout tour qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie, pendant qu'il se livrait à la mélancolie. Non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. Si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. Lourd, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver? Que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. Lourd, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ». L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre au repas. J'ai des fruits, j'ai du lait, ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » Lourd l'accepte et d'aller, les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit, ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots,
Comme Lourd, en un jour, ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. Lourd allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite et les, que nous avons mouche appelé un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme. Sur le bout de son nez, une, allant se placer, mit Lourd au désespoir. Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme... Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi.